Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage au cœur d'un secret de famille qui a traversé plus d'un demi-siècle. Avant de plonger dans les archives et les témoignages qui composent ce récit, nous serions curieux de savoir d'où vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Laissez-nous un commentaire pour nous le dire. Ce que vous allez entendre est le fruit d'une reconstitution minutieuse, basée sur des lettres oubliées, des registres paroissiaux jaunis et les rares souvenirs de ceux qui ont choisi de se taire pendant des décennies. Nous allons explorer comment un simple héritage, une vieille ferme de pierre perdue dans la campagne française, peut devenir la clé d'une vérité enfouie, révélant qu'un legs matériel est souvent moins lourd à porter que le poids des secrets qu'il dissimule. C'est l'histoire d'une femme qui, en cherchant à échapper à son présent, s'est retrouvée prisonnière d'un passé qui n'était pas le sien. Notre récit commence à Paris, en 2024. Nous y rencontrons Élise, une femme d'une trentaine d'années, incarnant en apparence la réussite moderne, indépendante, connectée, vivant au rythme effréné de la capitale. Mais derrière cette façade se cache une réalité plus sombre, celle d'une précarité écrasante et de dettes qui s'accumulent. Un étau qui se resserre jour après jour. C'est dans ce contexte d'asphyxie financière et personnelle qu'une lettre inattendue vient bouleverser son existence. Un notaire d'une petite ville dont elle n'a jamais entendu parler, Aubusson, l'informe qu'elle est l'unique héritière d'une grand-tante dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Le lègue une ferme et ses terres, situées dans le département de la Creuse. Pour Élise, cette nouvelle sonne comme une délivrance miraculeuse, une porte de sortie inespérée, la promesse d'un nouveau départ loin du chaos parisien. Elle ignore encore que cette porte ne mène pas à la liberté, mais à l'entrée d'un labyrinthe de souvenirs et de non-dits. La propriété en question est connue localement comme la ferme des Murmures. Nichée dans un hameau isolé, elle semble figée dans le temps, un spectre de pierre et d'ardoise que la nature tente lentement de reconquérir. En arrivant sur les lieux, Élise découvre un endroit à la beauté austère et silencieuse, où chaque craquement de plancher, chaque courant d'air semble raconter une histoire. Cette ferme, qui lui apparaît d'abord comme un refuge potentiel, est en réalité, elle, épicentre d'un drame survenu en 1968, une tragédie que la communauté locale a recouverte d'un voile de silence et de superstition. Le sol qu'elle foule n'est pas seulement fertile en promesses d'avenir, il est également saturé des larmes et du sang d'un passé qui refuse de mourir. L'héritage d'Élise n'est pas la terre, ni les murs, mais le mystère qu'il renferme et le devoir de lui donner une voix, après tant d'années de murmures. Au cœur de ce mystère se trouve une femme, Geneviève Lemoine, la grand-tante d'Élise. Les archives départementales de Guéret sont laconiques à son sujet, mentionnant une disparition volontaire en automne 1968, une affaire classée sans suite, faute d'éléments. Mais les registres officiels ne disent rien des rumeurs qui ont survécu dans la mémoire collective du village. On y dépeint Geneviève comme une étrangère, une femme silencieuse et recluse, mariée à un homme du pays, taciturne et respectée. Certains anciens se souviennent d'elle comme d'une femme brisée par le deuil, d'autres chuchotent qu'elle avait le mauvais œil, qu'elle parlait aux plantes et pratiquait d'anciens rites. Était-elle une victime de la solitude et de la cruauté d'une communauté méfiante, ou cachait-elle une nature plus complexe et inquiétante? En acceptant cet héritage, Élise a, sans le savoir, accepté la mission de répondre à cette question et de déterrer une vérité que la terre elle-même semblait vouloir garder. Pour comprendre la tragédie qui s'est nouée à la ferme des Murmures, il faut remonter le temps jusqu'en 1968 et s'immerger dans une France rurale qui semblait déjà appartenir à une autre époque. Nous sommes dans la Creuse, un département façonné par le silence et le granit, une terre que la jeunesse déserte pour les promesses des villes. C'est un monde à part, où les saisons dictent un rythme immuable et où les échos des événements de mai 68 qui secouent Paris ne parviennent que comme un murmure lointain et sans importance.
Ici, la véritable révolution est celle, lente et inexorable, de la nature qui reprend ses droits sur les hameaux abandonnés. Les archives de L-Époque, consultées à la préfecture de Guéret, décrivent une démographie en déclin et une économie agricole fragile, un terreau parfait pour que les secrets s'enracinent profondément à l'abri des regards du monde moderne. L'habitat lui-même impose sa loi. Les fermes sont des bastions de pierre grise, extraites des collines environnantes, avec des toits d'ardoise pentus conçus pour résister au poids de la neige. Les hivers y sont longs, rigoureux, et transforment chaque foyer en une île coupée du monde. Durant ces mois de claustration, le silence n'est rompu que par le crépitement du feu dans L-Âtre et le sifflement du vent contre les volets clos. Cette architecture austère n'est pas un choix esthétique, mais une nécessité de survie, forgeant des caractères à son image, endurant, peu bavard et méfiant. Les murs épais des maisons, comme ceux de la ferme Lemoine, semblent conçus autant pour protéger du froid que pour contenir les drames familiaux, étouffant les cris et les chuchotements pour qu'ils ne franchissent jamais le seuil de la cour. La vie sociale, dans ces hameaux dispersés autour de bourgs comme Aubusson, est un tissu complexe de liens familiaux et de rivalités ancestrales. Chaque famille connaît l'histoire des autres sur plusieurs générations, un savoir qui est à la fois un ciment communautaire et une arme redoutable. L'arrivée d'un étranger, ou même d'une personne venue d'un département voisin, est un événement qui perturbe cet équilibre précaire. On observe, on jauge, et le jugement est souvent rapide et sans appel. La religion catholique rythme encore les grands moments de l'existence, du baptême à l'enterrement, et le curé du village est à la fois confesseur et autorité morale. Dans cette société fermée, la réputation est un capital plus précieux que la terre elle-même, et une fois perdue, elle ne se regagne jamais, marquant au fer rouge les individus jugés différents. Économie locale repose presque entièrement sur un labeur acharné. Élevage de bovins et de moutons, et la polyculture de subsistance occupent les journées du lever au coucher du soleil. Le marché hebdomadaire d'Aubusson est le cœur battant de la région. Le lieu où l'on vend quelques bêtes ou les surplus du potager, mais surtout où l'on vient prendre le pouls de la communauté. C'est là que les nouvelles, les rumeurs et les médisances échangent avec la même fluidité que la monnaie. Un regard, un silence, une poignée de main refusée sur la place du marché en dit plus long qu'un discours. C'est dans ce contexte que le comportement d'un homme comme le mari de Geneviève, ou l'isolement de celle-ci, aurait été scruté, analysé et interprété, chaque détail alimentant la chronique silencieuse du village. Au centre de ce microcosme se dresse, église fictive de Saint-Martin-des-Champs, un édifice roman simple mais imposant, dont le clocher est le seul repère visible à des kilomètres à la ronde. Plus qu'un lieu de culte, c'est le gardien de la mémoire collective. Ces registres paroissiaux, tenus avec une méticulosité immuable, consignent les naissances, les mariages et les décès, traçant la lignée des familles du pays. Une consultation de ces pages jaunies pour l'année 1968 ne révèle rien d'anormal. Des baptêmes célébrés, des unions scellées, des aînés qui éteignent. Aucune mention de la disparition de Geneviève Lemoine. Pour Église, comme pour l'administration, une personne qui s'évapore sans laisser de corps n'a pas de place dans les archives. Elle est simplement effacée du grand livre de la communauté, laissant un vide que seules les rumeurs s'efforceront de combler. Une autre source documentaire, bien que parcellaire, éclaire cette époque, les éditions locales du journal Le Courrier de la Creuse. En parcourant les microfilms de l'automne 1968, on y trouve des articles sur le rendement des récoltes, les foires agricoles et les menus faits divers qui constituent le quotidien. La disparition d'une fermière n'y est mentionnée que par une brève de quelques lignes, dans la rubrique des « avis de gendarmerie », coincée entre une annonce pour un tracteur d'occasion et les résultats du club de football local. L'article parle d'une « absence inquiétante, rapidement requalifiée en départ volontaire ». Le ton est neutre,
factuel, et pourtant, ce traitement laconique est en lui-même une information. Dans cette terre où tout se sait, le silence médiatique sur une affaire aussi étrange suggère une volonté collective de ne pas ébruiter un secret, jugé trop dérangeant. Ainsi se dessine le décor du drame, une terre de traditions et de silence, où la communauté exerce un contrôle social implacable et où la nature elle-même semble complice des secrets qu'elle abrite. La Creuse de 1968 est un monde en sursis, à la fois magnifique et oppressant, où la solitude peut devenir un refuge ou une prison mortelle. C'est dans ce huis clos à ciel ouvert que Geneviève Lemoine a vécu ces dernières années, une pièce étrangère dans un puzzle qui ne voulait pas d'elle. La question qui demeure, suspendue dans l'air froid de cette campagne, n'est pas seulement de savoir comment elle a disparu, mais si cet environnement l'a simplement consumée, la poussant à fuir, ou s'il a activement participé à sa funeste destinée. Au cœur de cette communauté soudée et de cette terre exigeante se tenait Marcel Lemoine, l'époux de Geneviève. Les archives et les rares témoignages qui ont survécu le décrivent comme une figure taillée dans le granit même de la Creuse. Un homme de la terre, robuste, dont le silence était souvent confondu avec de la sagesse. Aux yeux du village, Marcel incarnait la stabilité, le pilier sur lequel reposait non seulement sa ferme, mais aussi une certaine idée de l'ordre immuable des choses. Sa réputation était bâtie sur des décennies de labeur acharné, une présence constante au marché d'Aubusson où il vendait ses bêtes, et une parole rare, mais, croyait-on, toujours juste. Il était respecté, voire craint, non pour sa violence, mais pour l'intensité silencieuse qui émanait de lui, comme si un monde intérieur complexe et inaccessible se cachait derrière ses yeux clairs et son visage buriné par le vent. Sa routine publique était d'une régularité métronomique, un rituel qui renforçait son image d'homme fiable. Chaque dimanche, il assistait à la messe à l'église Saint-Martin-des-Champs, s'asseyant toujours au même banc, saluant d'un bref hochement de tête les autres paroissiens sans jamais s'attarder pour les conversations futiles sur le parvis. Au marché, sa silhouette massive était un repère. Il négociait peu, ses prix étaient considérés comme équitables et ses poignées de main scellaient des accords avec plus de poids qu'un contrat écrit. Un ancien voisin, interrogé bien des années plus tard pour une enquête locale oubliée, le décrivait ainsi. Marcel, était un chêne. On ne lui posait pas de questions, on savait juste qu'il était là, et qu'il tiendrait bon face à la tempête. Cette façade de force tranquille masquait pourtant une toute autre réalité, une fois le portail de la ferme refermé. Car derrière les murs de pierre de la ferme des Murmures, le silence de Marcel changeait de nature. Il n'était plus stoïque, mais oppressant, plus une marque de force, mais un instrument de contrôle. Les témoignages indirects, reconstitués à partir des lettres que Geneviève n'a jamais envoyées, dépeignent une atmosphère domestique glaciale, dénuée de toute chaleur ou spontanéité. Le silence de Marcel devenait une présence tangible, un mur invisible qui isolait sa femme et dictait chaque geste, chaque parole non dite. Il n'y avait pas de cris, pas de dispute audible pour les voisins, seulement le poids écrasant de cette absence de communication. La maison, sous son emprise, cessait d'être un foyer pour devenir un territoire où chaque objet, chaque recoin semblait imprégné de sa volonté taciturne. Un royaume dont il était le monarque silencieux et absolu. Leur union, vue de l'extérieur, était un autre de ces mystères que la communauté préférait ne pas sonder. Le couple n'avait pas d'enfant vivant, un drame murmuré à mi-voix qui servait d'explication commode à leur isolement. Une note dans le registre du curé de l'époque fait état d'une grande tristesse au sein du foyer Lemoine après la perte d'un nouveau-né des années auparavant, un événement qui, selon la rumeur, aurait fermé le cœur de Marcel et éteint l'esprit de sa femme. Cette tragédie offrait une grille de lecture acceptable pour le village. Un homme endurci par le chagrin, une femme consumée par le deuil. Mais cette explication, si simple et si humaine, occultait la nature plus complexe et inquiétante de la dynamique qui s'était installée entre eux,
une relation où le chagrin-haine était peut-être plus la cause de leur malheur, mais un prétexte pour une cruauté plus subtile. Plus qu'un simple fermier, Marcel entretenait avec sa terre une relation quasi obsessionnelle. Ce n'était pas l'amour d'un paysan pour le sol qui le nourrit, mais la possessivité farouche d'un gardien jaloux de son domaine. Des récits parcellaires le décrivent arpentant les limites de sa propriété au crépuscule, non pas pour inspecter les clôtures, mais comme pour réaffirmer son emprise. Il parlait à ses bêtes, mais rarement à sa femme. Il pouvait passer des heures à contempler ses champs, le visage impénétrable, comme s'il y puisait une force que le contact humain lui refusait. Cette terre n'était pas un héritage à transmettre, puisqu'il n'avait pas d'héritier, mais le reflet de sa propre âme, un territoire clos, fertile mais secret, qu'il défendait contre toute intrusion, y compris, peut-être, celle des émotions et des désirs de Geneviève. Sous cette apparence d'autosuffisance et de probité se cachaient cependant des failles. Des recherches dans les archives notariales d'Aubusson révèlent des transactions inhabituelles pour l'époque. Des parcelles de bois, situées à la lisière de sa propriété, furent vendues discrètement dans les mois précédant la disparition de Geneviève. Ces actes, passés sans l'écho habituel des transactions foncières locales, suggèrent un besoin d'argent que rien dans son train de vie ne justifiait. Marcel, l'homme qui ne devait rien à personne, semblait empêtré dans des difficultés financières qu'il dissimulait avec le même soin que ses émotions. Cette découverte tardive jette un éclairage nouveau sur son personnage. Son attachement à la terre était-il absolu, ou était-il prêt à en sacrifier des morceaux pour préserver une façade ou financer un secret encore plus sombre? Un incident, rapporté par une voisine aujourd'hui décédée, offre un aperçu rare de la nature profonde de Marcel. Un hiver, l'un de ses chiens de berger, vieux et fidèle compagnon, fut gravement blessé par un piège de braconnier. Alors que la voisine s'attendait à voir de l'affliction, elle observa Marcel examiner la bête avec une froideur clinique, presque mécanique. Sans un mot de réconfort pour l'animal agonisant, il prit son fusil et mit fin à ses souffrances d'un geste précis, dénué de toute hésitation ou émotion visible. Il ne s'agissait pas de la cruauté d'un monstre, mais de quelque chose de peut-être plus troublant, une capacité à traiter la vie et la mort comme une simple question de gestion, une équation utilitaire où la sentimentalité n'avait pas sa place. Ce pragmatisme absolu, appliqué à un animal, laissait entrevoir ce dont il serait capable face à un problème humain. Ainsi se dessinait le portrait complexe de Marcel Lemoine, un homme double dont la véritable nature restait enfermée dans le huis clos de sa ferme. D'un côté, le citoyen respecté, le travailleur infatigable, l'homme de principe dont la parole valait de l'or. De l'autre, le mari distant et contrôlant, le propriétaire terrien obsédé par son domaine, l'individu capable d'une froideur insondable. Il était à l'image de sa maison, une façade de granit solide et rassurante qui protégeait des murs intérieurs froids où la lumière peinait à entrer. La communauté ne voyait que la première facette, celle qui confortait l'ordre établi. Geneviève, elle, vivait chaque jour avec la seconde, une présence écrasante qui laissait peu de place à l'air, à la vie et peut-être, finalement, à l'espoir. Cette dualité, cette tension permanente entre l'être public et l'homme privé constitue la toile de fond essentielle du drame à venir. Marcel Lemoine-Haine n'était pas un tyran ordinaire. Sa violence était psychologique, silencieuse, presque invisible. Il n'avait pas besoin de lever la main pour briser un esprit. Face à cet homme forteresse, quelle place restait-il pour une femme comme Geneviève, décrite comme sensible et éprise de nature? Était-elle simplement l'ombre projetée par ce roc, une victime passive de son environnement domestique toxique? Ou portait-elle en elle une force, une lumière ou une folie que cette obscurité ne pouvait tout simplement pas tolérer et qui a rendu la confrontation finale non seulement possible, mais inévitable? Les premiers signes avant-coureurs de la tragédie ne furent pas des cris ou des actes de violence publique, mais des murmures insidieux nés aux étals du marché d'Aubusson et colportés de hameau en hameau. Tout commença par des observations en apparence anodines.
Des veilleurs, rentrant tard des champs, rapportèrent avoir vu des lumières étranges, semblables à des lanternes dansantes, dans les bois jouxtant la ferme des Murmures, bien après que tout honnête travailleur fut endormi. Au début, on mit ces récits sur le compte de la fatigue ou du vin clairet, mais leur récurrence finit par instiller un malaise diffus. Ces lueurs semblaient n'obéir à aucune logique, apparaissant et disparaissant sans rime ni raison. Elles devinrent le premier fil d'une tapisserie de peur que la communauté se mit à tisser, un mystère visuel dans un monde où tout était censé être connu et prévisible. Puis, la rumeur prit une tournure plus concrète et plus inquiétante. Le bétail des fermes voisines commença à souffrir de maux inexplicables. Une vache laitière, la fierté d'un voisin direct des Lemoine, fut retrouvée morte dans son pré, sans aucune trace de blessure ou de maladie connue. Peu après, ce fut une brebis qui mit bas des agneaux morts-nés. La science vétérinaire de l'époque, limitée et coûteuse, n'offrit aucune explication rationnelle. Dans l'esprit des paysans, façonnés par des siècles de superstition, la coïncidence n'existait pas. Les regards se tournèrent instinctivement vers la seule anomalie du paysage, la ferme de Geneviève. Cette femme étrange qui, disait-on, passait plus de temps à parler aux herbes sauvages qu'aux êtres humains. L'idée qu'un mauvais œil pesait sur le voisinage commença à germer, empoisonnant les esprits aussi sûrement que les bêtes. La peur, une fois installée, redessina la géographie intime du territoire. Le chemin vicinal qui longeait la propriété des Lemoine, autrefois un raccourci commode pour rejoindre le bourg, fut progressivement déserté dès la tombée du jour. Les mères interdisaient à leurs enfants de s'en approcher, et les hommes eux-mêmes faisaient un détour, prétextant l'état de la route. La ferme, avec ses murs de granit silencieux et ses volets souvent clos, devint une sorte de île maudite au cœur de la communauté. Le silence qui en émanait n'était plus perçu comme une marque de quiétude, mais comme le signe d'une activité secrète et répréhensible. Chaque craquement de branches, chaque ululement de chouette dans les environs était désormais interprété comme un présage lié à la présence de Geneviève, transformant la nature environnante en complice d'une menace invisible. Face à cette hostilité grandissante, le comportement de Marcel Lemoine ne fit qu'attiser les soupçons. Loin de défendre sa femme ou de chercher à dissiper les rumeurs, il s'enferma dans un mutisme encore plus profond. Au marché, il continuait de vendre ses produits avec la même efficacité taciturne. Mais son regard semblait plus dur, son corps plus tendu. Il ignorait les chuchotements, mais ce mépris, loin de être interprété comme de la force, fut perçu comme l'arrogance d'un homme qui n'a de compte à rendre à personne, car il se sait coupable. Son silence pesant devenait un aveu. En ne niant rien, il semblait tout confirmer. La communauté en conclut que si un homme aussi respecté que lui ne prenait pas la défense de son épouse, c'est qu'il n'y avait rien à défendre, ou pire, qu'il était lui-même complice ou victime d'une situation inavouable. Lorsque Geneviève disparut finalement, à l'automne 1968, l'intervention des autorités fut brève et purement formelle. Le rapport de la gendarmerie de l'époque, que nous avons pu consulter aux archives départementales de Guéret, est un modèle de laconisme administratif. Sur 2 pages dactylographiées, il fait état des déclarations de l'époux, Marcel Lemoine, qui décrit un départ soudain, sans explication, après une légère dispute. Aucune trace de lutte n'est relevée dans la maison, et les quelques voisins interrogés se contentent d'évoquer le caractère particulier et solitaire de la disparue. L'enquête est rapidement classée sans suite, concluant à une disparition volontaire, une formule commode qui permettait de refermer un dossier embarrassant pour lequel personne ne réclamait justice. Le document officiel entérinait ainsi le silence, transformant une énigme en un simple fait divers. Cependant, une note manuscrite, presque illisible, griffonnée dans la marge du rapport par le maréchal des logis-chefs de l'époque, révèle une fissure dans cette version officielle. On peut y déchiffrer, le mari ne semble aucunement affecté, froid, distant, relate les faits comme s'il parlait d'une bête égarée. L'affaire est étrange.
quelque chose ne sonne pas juste. Cette observation personnelle, qui n'avait aucune valeur juridique, est un témoignage précieux de l'intuition d'un homme de terrain. Elle suggère que derrière la façade de la procédure, le doute existait. Le gendarme, contraint par le manque de preuves matérielles, avait dû clore son enquête, mais il laissait à la postérité ce message codé, un avertissement silencieux indiquant que la vérité était probablement bien plus sombre que ce que le papier officiel voulait bien admettre. Était la première reconnaissance institutionnelle, bien que secrète, du mystère Lemoine. La presse locale, incarnée par Le Courrier de la Creuse, adopta une attitude tout aussi révélatrice. Après la publication d'un bref avis de recherche de quelques lignes, coincé entre les résultats sportifs et une publicité pour des semences, le silence fut total. Aucune relance, aucun article de fond, aucune interview des proches ou des voisins. Dans une région rurale, où la moindre disparition d'animal de ferme pouvait faire l'objet d'un entrefilet, cette absence de curiosité journalistique est stupéfiante. Elle ne peut s'expliquer que par une forme d'autocensure, une décision tacite de ne pas fouiller dans une histoire qui dérangeait l'ordre social. Le journal, miroir de sa communauté, a choisi de refléter non pas la réalité des faits, mais le désir collectif d'oublier et de passer à autre chose, laissant le mystère de Geneviève s'enfouir sous les nouvelles des récoltes et des fêtes de village. Même l'Église, pilier moral de la communauté, sembla marcher sur des œufs. Le curé de Saint-Martin-des-Champs, dans ses sermons dominicaux qui suivirent la disparition, fit de vagues allusions au danger de la médisance et du jugement hâtif, sans jamais nommer directement l'affaire Lemoine. Marcel, lui, continua d'assister à la messe chaque dimanche. Imperturbable, son visage fermé ne trahissant aucune émotion. Cette normalité affichée était en soi un spectacle troublant pour les autres paroissiens. Le prêtre, dans son rôle de confesseur, était peut-être le seul à détenir une partie de la vérité, mais les secrets du confessionnal sont absolus. Son attitude publique, faite de prudence et d'appel à la prière, contribua à figer la situation, plaçant le drame dans une zone grise, entre le péché et le mystère, où il valait mieux ne pas s'aventurer. Avec le temps, les rumeurs anciennes sur le caractère de Geneviève furent réinterprétées à la lumière de sa disparition. Son amour pour la nature, ses longues promenades solitaires en forêt, le fait qu'on la disait capable de parler aux plantes, tout ce qui passait autrefois pour de l'excentricité fut relu comme la preuve de pratiques occultes. Les histoires de lumière dans les bois et de bétail malade prirent alors tout leur sens. On se persuada qu'elle avait pactisé avec des forces obscures et que sa disparition était que la conséquence logique de ses fréquentations. Était-elle une victime de sa différence? Une âme sensible écrasée par un environnement hostile? Ou cachait-elle réellement une part d'ombre, une connaissance d'anciens rites païens qui auraient effrayé son mari et la communauté au point de provoquer sa perte? Ainsi, en l'absence de faits tangibles, la communauté se forgea son propre récit, une légende commode qui permettait de donner un sens à l'inexplicable. Geneviève Lemoine devint la sorcière de la Creuse, une figure quasi mythologique dont le départ était soit une fuite, soit une punition divine ou diabolique. Cette histoire, transmise à mi-voix lors des veillées, avait une double fonction. Elle offrait une explication simple à un événement complexe et, surtout, elle dédouanait tout le monde. Si Geneviève était une adepte de la magie noire, alors la méfiance des voisins était justifiée, le silence de son mari compréhensible et l'inaction des autorités légitimes. La construction de ce mythe fut un acte de survie collective, une manière de refermer la plaie en la recouvrant d'un épais pansement de superstition, protégeant le corps social de la vérité. Pourtant, malgré la solidité apparente de cette version officieuse, une question fondamentale restait en suspens, flottant comme un brouillard tenace sur les terres de la ferme. Elle traverserait les décennies pour venir hanter le présent et défier la nouvelle héritière des lieux.
Comment une femme comme Geneviève, décrite dans ses rares lettres comme profondément attachée à cette terre, à ses arbres et à ses fleurs, malgré la solitude et la cruauté des hommes, aurait-elle pu tout abandonner du jour au lendemain, sans un mot, sans emporter le moindre souvenir? Aurait-elle réellement choisi la fuite, laissant derrière elle le seul univers qui semblait encore donner un sens à sa vie? Ou faut-il chercher la réponse ailleurs, non pas dans un départ, mais dans une disparition bien plus intime, bien plus terrible, où la terre elle-même serait devenue la gardienne de son ultime secret? Désormais installée dans la froideur de la ferme, Élise sent le poids du passé s'infiltrer à travers les murs de pierre. L'espoir initial d'une solution financière s'est évaporé, remplacé par un besoin impérieux de comprendre le destin de cette femme inconnue qui lui a légué bien plus qu'une propriété. Poussée par un sentiment de devoir envers cette mémoire effacée, elle décide d'entreprendre sa propre enquête, non par curiosité morbide, mais pour rendre justice à une voix éteinte. Sa première démarche, dictée par la logique, la conduit vers la mémoire vivante du village. Elle se rend à la paroisse de Saint-Martin-des-Champs, espérant que les archives de Église ou la parole du prêtre pourraient détenir la première clé de ce mystère. Elle cherche à percer le silence qui, elle le sent, est devenu le véritable gardien des lieux, un complice passif d'une tragédie que tous ont choisi d'oublier. L'actuel curé de la paroisse, le père Dubois, un homme d'une soixantaine d'années arrivé dans la région bien après les événements de 1968, reçoit Élise avec une bienveillance teintée de prudence. Il lui confirme ce que les registres officiels révèlent déjà, une absence totale de mention du décès de Geneviève Lemoine, créant un vide administratif et spirituel après sa dernière présence enregistrée à la messe. Toutefois, il partage une information cruciale, un écho du passé transmis par son prédécesseur, aujourd'hui décédé. Ce dernier lui avait confié son trouble face au comportement de Marcel Lemoine après la disparition de son épouse. Il avait décrit une attitude profondément non chrétienne, une absence totale de chagrin ou d'inquiétude et une froideur presque triomphale, et même au confessionnal, où l'homme ne parlait que du rendement de ses terres. Cette confidence posthume ajoute une couche de suspicion morale à l'épais silence officiel. De retour à la ferme, partagée entre la frustration et une détermination nouvelle, Élise entreprend une fouille méthodique de la bâtisse. Elle a l'intime conviction que les murs eux-mêmes sont les dépositaires du secret. En inspectant le plancher de la chambre principale, son attention est attirée par une latte légèrement désajustée. À l'aide d'un vieux couteau de cuisine, elle parvient à la soulever, révélant une petite cavité sombre en dessous. Ses doigts effleurent un objet rectangulaire, un carnet à la couverture de cuir usé. C'est un journal intime. Ses mains tremblent en l'ouvrant. Les premières pages, rédigées d'une écriture élégante et appliquée, sont remplies de descriptions délicates de la flore locale et du cycle des saisons. C'est la voix de Geneviève, une voix qui a été réduite au silence pendant plus d'un demi-siècle et qui s'adresse enfin directement à elle depuis sa tombe de papier. Alors qu'Élise tourne les pages jaunies, la tonalité du journal change de manière dramatique. Les observations poétiques sur la nature laissent place à des entrées empreintes d'une anxiété grandissante, puis d'une peur palpable. Geneviève y décrit le silence oppressant de son mari, non comme l'expression d'un deuil ou d'un caractère taciturne, mais comme une arme de guerre psychologique, un outil de contrôle absolu. Elle raconte ses errances nocturnes autour de la propriété, sa froideur glaçante, son emprise obsessionnelle sur chaque aspect de son existence. Une phrase, en particulier, glace le sang d'Élise. Cette maison respire, et la nuit, elle me parle. Ou est-ce sa présence qui emplit chaque recoin, chaque ombre? Je ne suis plus seul dans mon esprit. Il y a lui, et il y a la peur. Le carnet se transforme alors en une chronique terrifiante de son emprisonnement domestique. Poussée par cette lecture macabre, Élise poursuit ses recherches avec une nouvelle urgence, cherchant des preuves plus tangibles. Dans une lourde armoire en chêne, elle découvre par hasard un double fond dissimulant une liasse de lettres nouées par un ruban décoloré. Elles sont toutes adressées à une « chère Adèle »,
probablement une sœur. Aucune n'a jamais été postée. Dans ses missives, le ton de Geneviève est encore plus direct et désespéré que dans son journal. Elle y détaille la cruauté de Marcel, ses humiliations silencieuses, et fait allusion à des transactions financières suspectes, mentionnant ses voyages secrets à Aubusson pour y rencontrer des hommes qu'elle ne connaît pas. Sa peur pour sa propre vie devient explicite dans la dernière lettre, inachevée. Il sait que je sais pour les taire. Je crains qu'il ne me laisse jamais partir d'ici vivante. Il me regarde comme on regarde une bête avant l'abattoir. Les lettres font également mention d'une terrible chute que Geneviève aurait subie quelques mois avant sa disparition. Un incident qu'elle attribue à un vent glacial dans la grange, une métaphore à peine voilée pour désigner son mari. Cette information conduit Élise à prendre rendez-vous avec le médecin du village, le docteur Renaud, qui a repris le cabinet de son père. Après un temps d'hésitation, invoquant le secret médical, il accepte finalement de consulter les anciennes archives papier, méticuleusement conservées. Il retrouve le dossier de Geneviève Lemoine. Les notes du médecin de l'époque sont brèves. Une consultation pour de multiples contusions et une fracture du poignet, officiellement attribuée à une chute accidentelle d'une échelle dans le Fenil. La version officielle, une fois de plus, semble simple et sans équivoque, un accident banal dans le rude quotidien d'une ferme. Cependant, tout comme le gendarme de l'époque, le docteur Renaud père avait ajouté une note manuscrite personnelle au bas de la fiche médicale, une observation qui, était destinée qu'à lui-même. Élise la lit par-dessus l'épaule de son fils. La patiente est terrifiée et reste muette. Les blessures observées ne correspondent pas entièrement au scénario d'une simple chute. Le mari, présent durant tout l'examen, répondait à sa place avec une impatience agressive. Son regard est dur, dénué de toute compassion. Je suspecte des violences conjugales, mais elle nie. Je suis impuissant face à ce mur de silence. Ce document médical vient corroborer la peur décrite dans le journal et les lettres, transformant une terreur abstraite en une réalité physique et brutale. Les piliers de la communauté, l'Église, la loi, la médecine, avaient tous perçu l'horreur, mais tous s'étaient retranchés derrière le silence. L'enquête Élise l'amène ensuite aux archives locales du journal Le Courrier de la Creuse. Elle y rencontre un vieux journaliste à la retraite qui, en 1968, n'était qu'un jeune reporter débutant. L'homme, d'abord réticent à remuer de vieux souvenirs, finit par se confier autour d'un café. Il se souvient parfaitement de l'affaire Lemoine, non pas pour l'article qui fut publié, mais pour tous ceux qui ne le furent pas. Il lui révèle que son rédacteur en chef de l'époque, un ami proche de Marcel Lemoine depuis leur service militaire en Algérie, lui avait formellement interdit de creuser l'affaire. Dans la Creuse, on ne lave pas son linge sale en public, lui avait-il ordonné. Le journaliste avoue, avec une honte encore palpable, n'avoir jamais insisté, admettant que toute la région fonctionnait selon ce code tacite de non-agression, protégeant les siens, même les monstres. Sentant l'étau du passé se resserrer autour de la vérité, Élise retourne à la ferme. Son esprit tourbillonnant sous le poids de ses témoignages convergents. La grange, mentionnée par Geneviève comme le lieu de sa chute, l'attire comme un aimant. Armée d'une lampe de poche, elle pénètre dans l'espace caverneux et poussiéreux. Son faisceau lumineux balaie les vieilles poutres et s'arrête sur d'étranges entailles, à moitié dissimulées par des toiles d'araignée. Ce ne sont pas des marques de charpentier. Elles ressemblent à des symboles, presque rituels. Son sang se glace lorsqu'elle les reconnaît. Ce sont les mêmes signes que Geneviève avait dessinés dans les marges des dernières pages de son journal, des esquisses qu'elle associait à une ancienne protection, qu'elle cherchait désespérément contre la noirceur de son mari, alors qu'Élise se tient figée dans la grange, le regard fixé sur ces symboles énigmatiques. Son téléphone portable sonne, la faisant sursauter. C'est le jeune notaire d'Aubusson. Sa voix est tendue, presque paniquée. Il lui explique qu'il a fouillé dans les archives personnelles de son grand-père, des dossiers qui n'avaient rien à voir avec la succession officielle. Il a trouvé un document qu'elle doit absolument voir.
Mon grand-père a caché ça, balbutie-t-il, la peur audible dans sa voix. Ça concerne Marcel Lemoine. Mais ce n'est pas à propos de Geneviève, c'est bien plus ancien. Ça date de son retour d'Algérie. Mademoiselle, vous n'auriez jamais dû accepter cet héritage. La noirceur de cet homme, elle ne date pas de 1968. Elle vient de beaucoup plus loin. Les mots du notaire résonnent dans le silence de la grange, chargés d'une signification nouvelle et terrifiante. Le mystère de la disparition de Geneviève, qui semblait être le cœur des ténèbres, n'est soudainement plus qu'un chapitre d'une histoire bien plus longue et sinistre. Le mal qui habitait Marcel Lemoine n'était pas né dans le silence suffocant de son mariage ou dans l'isolement de la Creuse. Était une condition préexistante, une ombre qu'il avait ramenée avec lui de la guerre, un secret que sa communauté l'avait aidé à enterrer bien avant qu'il n'enterre prétendument sa femme. Élise comprend alors qu'elle n'a pas seulement hérité d'une ferme, mais du legs d'un monstre dont la véritable nature est restée cachée pendant des décennies. La question n'est plus seulement « où est Geneviève ?», mais ce qui était vraiment Marcel Lemoine. La conversation téléphonique avec le jeune notaire laisse Élise pétrifiée au milieu de la grange, le faisceau de sa lampe torche tremblant sur les symboles gravés dans le bois ancien. Les mots résonnent encore dans le silence poussiéreux, la noirceur de cet homme. Elle vient de beaucoup plus loin. Soudain, chaque ombre dans la ferme semble s'épaissir. Chaque courant d'air murmurait une menace. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une femme disparue qu'elle exhume, mais le spectre d'un mal plus profond, plus ancien, dont les racines plongent bien au-delà de la terre de la Creuse. L'héritage n'est plus une solution à ces problèmes, mais une convocation, une obligation morale de faire face à une vérité que des décennies de silence ont tenté d'ensevelir. Elle comprend qu'elle doit voir ce document, quel qu'en soit le prix, car il ne détient pas seulement la clé du passé, mais peut-être aussi celle de sa propre sécurité dans ses murs. Le lendemain, Élise rencontre le notaire, non pas dans le cadre formel de son étude, mais dans l'arrière-salle discrète d'un café d'Aubusson. Le jeune homme a perdu son assurance professionnelle. Ses mains tremblent légèrement en posant sur la table une enveloppe jaunie. Il explique que ce document ne fait partie d'aucun dossier officiel. Il l'a trouvé par hasard en vidant le coffre-fort personnel de son grand-père, un homme qui, de toute évidence, avait choisi de devenir le gardien d'un secret inavouable. « Mon grand-père n'en a jamais parlé », confie-t-il à voix basse. « Mais il a conservé ceci. Je crois qu'il n'a jamais eu le courage de le détruire, ni la force de le révéler. Il l'a qualifié un jour de « confession du diable ». Cette précaution, cette mise en scène quasi clandestine, confère au document une aura de danger et d'importance capitale, transformant cette simple enveloppe en une relique maudite. Élise ouvre l'enveloppe avec une précaution quasi religieuse. À l'intérieur, quelques feuilles de papier cassant, couvertes d'une écriture heurtée, anguleuse, celle d'une main que le âge ou le remords a rendue malhabile. Ce n'est pas un testament ni un acte notarié. C'est un récit, une confession rédigée à la première personne, sans date ni signature. Pourtant, certains détails, la mention de lieux précis sur la propriété, la description de faits connus de lui seul, ne laissent aucune place au doute. C'est la voix de Marcel Lemoine qui élève de la page, une voix d'outre-tombe brisant un silence de mort. Le texte est un monologue adressé à personne, ou peut-être à un Dieu auquel il ne croyait plus, une dernière tentative de vider l'abcès d'une conscience rongée par un crime parfait, un fardeau trop lourd à emporter dans la tombe. La lecture des premières lignes est un choc. Marcel y avoue son crime avec une froideur factuelle qui glace le sang. Le mobile, trivial et sordide, se dessine enfin. Geneviève avait découvert la vérité derrière la façade de l'homme de la terre. Marcel, acculé par des dettes de jeu contractées bien avant son mariage, vendait secrètement des parcelles de bois, démembrant l'héritage familial pour financer une vie cachée. Sa femme, en tombant sur des actes de vente dissimulés, n'avait pas seulement découvert une trahison financière,
Elle avait percé à jour le mensonge sur lequel il avait bâti toute son existence, sa réputation d'homme droit et intègre. Elle était devenue le témoin qui pouvait faire s'effondrer le château de cartes de sa respectabilité. Sa disparition, n'était donc pas le fruit d'une dispute, mais un acte de préservation, la suppression calculée d'une menace existentielle. Le récit de la nuit fatidique est d'une brutalité insoutenable. Marcel décrit la confrontation dans la grange, là même où Élise se tenait la veille. Geneviève, armée de ses preuves, l'avait affronté, non avec colère, mais avec une tristesse résignée. C'est cette absence de peur qui, selon ses propres mots, l'a rendu fou. Il ne relate pas un acte de fureur, mais une exécution méthodique. Il l'a étranglée pour que le silence revienne enfin dans la maison, écrit-il. Chaque mot est pesé, chaque détail relaté avec une précision clinique qui révèle la nature profonde du monstre. Un homme capable de commettre l'irréparable, non par passion, mais par pure logique utilitaire. La grange, lieu de labeur et de vie, est devenue le théâtre d'un féminicide prémédité, un autel sacrificiel où la réputation d'un homme valait plus que la vie de sa femme. La suite de la confession détaille la dissimulation, une manœuvre aussi méticuleuse que le meurtre lui-même. Marcel explique avoir enterré le corps de Geneviève de nuit, sous le vieux chêne qui pleure, là où même les chiens ne vont jamais. Il a ensuite fait disparaître ses quelques effets personnels, ne laissant qu'assez pour accréditer la thèse d'un départ précipité. Il a compté sur la méfiance du village envers cette étrangère, sur les rumeurs de sorcellerie qu'il a lui-même subtilement encouragées, et sur la peur collective de s'immiscer dans les affaires d'un voisin. Son plan a fonctionné à la perfection. Le silence de la communauté n'a pas été une surprise pour lui. Il en était l'architecte. Il avait transformé chaque voisin en complice involontaire de son crime, utilisant le tissu social comme le plus sûr des linceuls pour son secret. Cette confession agit comme un prisme déformant, recodifiant instantanément toute l'histoire. La folie de Geneviève N était que la clairvoyance terrifiée d'une femme en cage. Ses promenades en forêt N étaient pas des errances mystiques, mais des tentatives désespérées d'échapper à l'atmosphère suffocante de son foyer. Les symboles gravés dans la grange N étaient pas des incantations de sorcières, mais les ultimes amulettes d'une victime, cherchant une protection contre un mal bien réel. Le silence de Marcel, autrefois interprété comme la rudesse d'un paysan endeuillé, apparaît maintenant comme l'arrogance glaciale d'un meurtrier impuni. Et la communauté, avec ses superstitions et sa loi du silence, n'est plus seulement un décor, mais un acteur passif, un écosystème qui a permis aux prédateurs de prospérer en son sein, sacrifiant l'un des siens sur l'autel de la tranquillité. Élise referme les pages, le cœur battant à tout rompre. Le mystère de la disparition de Geneviève est résolu. La question n'est plus de savoir si Marcel l'a tuée, mais où il l'a laissée. La confession, si précise sur le comment et le pourquoi, reste volontairement vague sur la localisation exacte de la sépulture, sous le vieux chêne qui pleure. Combien d'arbres centenaires pourraient correspondre à cette description poétique et macabre sur les vastes terres de la propriété? La ferme, qui était un lieu de mystère, se transforme en un cimetière à ciel ouvert. Une certitude terrible a remplacé le doute, mais la paix reste inaccessible. Élise sait désormais que sa mission a changé. Il ne s'agit plus de découvrir la vérité, mais de rendre à Geneviève ce que son mari lui a volé en dernier, un nom sur une tombe. Forte de la confession de Marcel, Élise se présente à la mairie d'Aubusson. Elle confronte le maire actuel, un homme dont la famille est enracinée dans la région depuis des générations, avec le récit manuscrit du meurtrier. D'abord sceptique, invoquant les déformations du temps et la rancœur des vieilles histoires, son visage se décompose à la lecture des pages. La froideur factuelle de l'aveu ne laisse aucune place au doute. Ce n'est plus une légende locale, mais la chronique d'un féminicide. Le maire, dépositaire de la mémoire et de la tranquillité de sa commune, comprend que le silence qui a protégé Marcel pendant 50 ans est sur le point de se briser. La vérité,
si longtemps contenu sous la terre de la Creuse, exige désormais son dû, menaçant de fissurer les fondations mêmes de la paix sociale qu'il s'efforçait de préserver. La culpabilité n'est plus seulement celle d'un homme, mais celle d'un territoire tout entier. L'alerte est donnée. En quelques heures, la ferme des Murmures se métamorphose. Les chemins de terre, habitués au passage des tracteurs, sont envahis par les véhicules bleus de la gendarmerie. Des experts de l'Institut de recherche criminelle arrivent de Limoges, déployant un matériel qui semble anachronique dans ce décor figé dans le temps. Radars de sol, chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, archéologues judiciaires, la science moderne vient sonder les entrailles d'un secret archaïque. Le hameau, d'ordinaire si paisible, devient l'épicentre d'une effervescence médiatique et policière. Les voisins, dont les parents et grands-parents avaient choisi de se taire, observent la scène depuis leurs fenêtres, partagée entre la fascination morbide et la honte diffuse. La terre, que Marcel croyait être sa complice silencieuse, est désormais traitée comme une suspecte, interrogée centimètre par centimètre. Les fouilles se concentrent sur la zone désignée par la confession, le périmètre autour du vieux chêne qui pleure, un arbre majestueux et centenaire dont les branches retombantes lui donnent une allure de saule endeuillé. Pendant des jours, sous le regard anxieux d'Élise, les pelles mécaniques et les truelles des archéologues creusent la terre avec une précision chirurgicale. Chaque racine exhumée, chaque pierre retournée fait naître un espoir vite déçu. Le sol ne livre rien, aucune anomalie, aucun ossement, aucune trace de sépulture. Le vide. L'absence de corps devient aussi assourdissante que l'était autrefois le silence de Marcel. Le doute s'installe chez les enquêteurs. La confession était-elle une affabulation de vieillard, une dernière manipulation pour semer le chaos? La certitude apportée par le document s'effrite, et le mystère de Geneviève, que l'on croyait résolu, redevient entier, plus frustrant et insaisissable que jamais. Alors que l'enquête officielle piétine et que les équipes s'apprêtent à plier bagages, Élise est assaillie par un sentiment d'inachevé. Elle sent que la clé n'est pas, ou n'est plus, dans la terre. Poussée par une intuition tenace, elle retourne une dernière fois dans la chambre de Geneviève, dans cette pièce où le temps semble s'être arrêté. Elle repasse ses mains sur les parois de la vieille armoire en chêne, là où elle avait trouvé les premières lettres. Son pouce bute contre une moulure légèrement disjointe. En forçant, un panneau secret se dérobe, révélant une cache minuscule, presque invisible. À l'intérieur ne se trouve pas une liasse de lettres, mais une petite boîte en fer blanc, rouillée, contenant autrefois des pastilles à la menthe. Elle l'ouvre. Sur un lit de feuilles de sauge séchées repose une unique feuille de papier, pliée en 4, plus fragile et diaphane que toutes les autres. La lecture de cette ultime lettre constitue la seconde et véritable déflagration narrative. Elle, écriture, est celle de Geneviève. Mais le ton n'est plus celui de la peur, mais d'une résolution glaciale et surnaturelle. Elle y explique avoir découvert le plan de Marcel, avoir compris qu'il allait la tuer cette nuit-là, mais au lieu de subir son destin, elle a décidé de le devancer. « Il ne prendra pas mon corps, car je l'ai déjà offert », écrit-elle. Elle décrit sa décision de retourner à la terre selon ses propres termes, évoquant un ancien rituel païen destiné à lier son esprit à la propriété pour la protéger à jamais de la souillure de son mari. Il croira m'avoir tué. Il confessera un meurtre qu'il n'a fait que désirer. Mais mon absence sera mon triomphe, et cette terre sera ma gardienne. Geneviève n'a pas été assassinée. Elle s'est effacée, orchestrant sa propre disparition en un acte de résistance mystique. Cette révélation finale pulvérise la version des faits et redéfinit la nature du crime. Marcel N. n'était peut-être pas un meurtrier, mais un aspirant meurtrier. Un homme dont la volonté criminelle a été déjouée par une magie qu'il ne pouvait comprendre. Sa confession devient le récit, non pas d'un acte, mais d'une intention, la version d'un homme rationalisant une disparition qui le dépassait. La complicité du village prend alors une autre dimension. En propageant les rumeurs de sorcellerie, la communauté a, sans le savoir,
toucher du doigt une part de la vérité de Geneviève. Le mystère quitte le domaine du fait divers pour entrer dans celui du mythe. Élise se retrouve face à un dilemme insoluble, croire la confession d'un monstre ou le testament d'une sorcière. La ferme n'est plus une simple scène de crime, mais un lieu sacré où la victime a peut-être triomphé de son bourreau de la manière la plus inattendue qui soit. Aujourd'hui, le dossier Lemoine repose dans les archives départementales de la Creuse, clos mais non résolu. Il contient 2 récits irréconciliables, la confession d'un meurtre sans cadavre et le testament d'une disparition mystique sans témoin. La science et la loi, venues sonder la terre avec leurs instruments, se sont retirés, laissant le mystère intact. La ferme des Murmures a retrouvé son silence, mais celui-ci a changé de nature. Ce n'est plus le silence oppressant d'un secret coupable, mais le calme profond d'un sanctuaire. L'agitation médiatique s'est éteinte. Les curieux ont cessé de venir. Ne restent que les murs de granit, le jardin qui a repris ses droits et le vent qui court à travers les hautes herbes. La vérité n'a pas été exhumée, elle s'est simplement dissoute dans le paysage, devenant une partie intégrante de la terre, aussi insaisissable que le brouillard du matin sur les collines. Élise n'a jamais vendu la ferme. L'héritage qui devait la sauver de ses dettes est devenu son ancrage, sa raison d'être. Elle n'est plus la Parisienne pressée, mais une femme qui a appris à lire le langage des saisons et à écouter le silence. Elle entretient la maison non comme une propriétaire, mais comme une gardienne, veillant sur la mémoire de cette grand-tante qu'elle n'a jamais connue. Chaque jour, elle cultive le potager, répare une ardoise sur le toit, marche sur les mêmes sentiers que Geneviève a autrefois foulés. A-t-elle trouvé la paix dans cette nouvelle existence, une forme de rédemption loin du tumulte du monde moderne? Ou est-elle devenue, à son tour, prisonnière de l'énigme? La nouvelle sentinelle d'un secret qui exige une présence constante pour ne pas sombrer tout à fait dans l'oubli. La caméra nous offre une dernière image, au lever du jour. La brume s'accroche encore au creux des vallons, et la rosée perle sur les toiles d'araignée. Élise marche pieds nus dans l'herbe humide du verger, son visage tourné vers le soleil levant. Ses pas l'amènent jusqu'au vieux chêne qui pleure. Cet arbre centenaire que Marcel avait désigné comme une tombe vide. Elle s'arrête et, dans un geste d'une infinie douceur, pose la paume de sa main contre l'écorce rugueuse et ancienne. Ce n'est pas un geste de recherche, mais de communion. Un instant suspendu où le présent touche le passé, où la frontière entre les 2 femmes, séparées par plus d'un demi-siècle, semble s'abolir dans le contact silencieux avec la nature, témoin immuable de la tragédie. Alors que sa main reste posée sur le tronc, une brise légère se lève, faisant frissonner le feuillage dense du chêne. Le son qui s'en échappe est un murmure doux, un chuchotement végétal qui emplit l'air matinal. Est-ce simplement le bruit du vent dans les feuilles, la respiration ordinaire de la forêt qui s'éveille, ou peut-on y déceler, en tendant l'oreille, et l'âme, une inflexion particulière, une syllabe qui se répète, formant un prénom, Geneviève? Le mystère demeure entier, flottant entre la terre et le ciel. Geneviève a-t-elle été la victime d'un meurtre sordide ou l'artisane d'une disparition mystique? Laissez votre théorie dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire.